Bonjour Rav. Bonjour. Voilà, donc j'ai enfin pris rendez-vous pour un shidour. Je me suis enfin décidé à me laisser tenter par le shidour. Quels sont les critères que je vais devoir me concentrer pour me dire que c'est la bonne personne en face de moi et pour enfin être heureux dans ma vie? Vous posez une excellente question, qui est la question que posent toutes les personnes qui vont rencontrer une jeune fille ou toutes les jeunes filles qui vont rencontrer un garçon. Comment je vais savoir si c'est le bon ou pas? Ou si c'est la bonne ou pas? Peut-être que je me trompe, peut-être je ne sais pas. Sur quels critères un homme doit insister lorsqu'il va à une rencontre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou une jeune fille. Quand je parle à un garçon, c'est dans les deux sens. Je vais vous dire quelque chose. Il y a, quand on rencontre quelqu'un, il y a la notion de physique et il y a la notion de qualité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus attirées par le physique que par les qualités, que par les midotes de la personne. C'est vrai que le physique est important, surtout d'un garçon envers une fille. La fille envers le garçon, c'est aussi vrai, mais un peu, on va dire un petit peu, un degré en dessous. Le problème, lorsqu'on se base uniquement par rapport au physique, c'est quelque chose qu'on risque de payer très cher dans le futur. Je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'un homme se marie essentiellement sur une base du physique, il a vu la future femme qu'il va avoir, elle est très belle, elle correspond à ses canons de beauté, il est très content, etc., etc. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une chose, c'est que la période de fécondité et on va dire, de vie conjugale d'une jeune femme est depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 45 ans. 40 ans. Des fois même, j'en connais même des femmes qui ont eu la ménopause à l'âge de 38 ans. Donc c'est pour vous dire que ça peut arriver très très tôt aussi. Donc ça veut dire que la période de fécondité, dès que la période de fécondité s'arrête chez la femme, il y a une forme de dégradation physiologique, que la femme va être moins attirante, qu'on le veuille ou non. À partir de 40 ans, 42 ans, 45 ans, c'est plus pareil, ça change. Si un homme a choisi sa femme selon des canons de beauté, il faut qu'il comprenne qu'il risque de le payer très cher dans le futur. Ça veut dire quoi, le payer très cher? Ça veut dire que le temps va passer, et ça passe très vite. On se marie en moyenne à 25 ans, 23 ans, 28 ans. Entre 25 ans et 40 ans, il ne se passe que 15 ans. Après quelques accouchements, la femme a changé sa physionomie, elle n'est plus la même. Elle a des rides qui sont apparues ici, son corps qui s'est transformé. Et lui, il est resté avec ses canons de beauté qu'il avait quand il avait 25 ans. Et il n'arrive plus à s'habituer, il n'arrive pas à comprendre que maintenant, elle a changé. Mais c'est la femme avec qui tu es passé sous la choupa. C'est la femme à qui tu as dit « Ariat mikudeshet-li betabazo kedat Moshe ve Israël » tu vas être ma femme. Et lorsqu'on choisit sa femme selon des canons de beauté, on risque d'être très déçu dans la deuxième partie de sa vie. C'est quelque chose qu'on risque de payer extrêmement cher parce qu'on va se dire « Mais alors, on va se trouver qu'on l'aime plus vraiment, qu'on n'est plus tellement attiré par elle. » Alors on me dit, mais qu'est-ce que j'ai? Alors, donc il faut que je divorce. C'est des catastrophes humaines qui peuvent se passer par la suite. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a choisi sa femme, il n'a pas choisi selon les midotes, il n'a pas choisi selon les qualités humaines, il n'a pas choisi selon sa neshama, selon son âme. Il a été d'une relation de gouffre envers un gouffre, d'un corps envers un corps. Or, lorsqu'on doit choisir sa femme, ou une femme doit choisir son mari, enfin, plus dans un sens que dans l'autre. En général, c'est toujours l'homme qui fait la démarche d'aller vers la femme. On doit la faire d'une manière de neshama envers une neshama. Une âme envers une autre âme. Ça veut dire qu'on doit s'habituer à voir son intérieur d'abord, avant de voir son extérieur. Bien entendu, il doit y avoir une attirance physique, c'est normal. Dieu nous a construit ainsi, surtout chez les hommes. Il doit y avoir une attirance, c'est obligatoire. Mais de dire que je me base uniquement sur des canons de beauté et que c'est ça l'essentiel pour moi, on risque de le payer très cher dans la deuxième partie de sa vie. Et c'est là-dessus qu'il faut faire extrêmement attention, justement dans les critères. Quand je vais à une rencontre, dans quelle optique, dans quel état d'esprit je me positionne? Est-ce qu'elle est comme ci, est-ce qu'elle est comme ça? Ou alors plutôt, quelles sont ses qualités humaines? Est-ce qu'elle aime le chesed? Est-ce qu'elle aime faire la bonté? Est-ce qu'elle aime donner la tzedaka aux pauvres? Est-ce qu'elle aime faire du bien autour d'elle? C'est là-dessus que je vais devoir me positionner. Regardez l'histoire avec Eliezer et Rivka. Lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, est venu chercher Rivka, est venu voir si elle était compatible, entre guillemets, avec Yitzhak, qui était le tzaddik du Dor. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est approché d'elle et il a vu que
il y avait un miracle, c'est que lorsqu'elle se baissait pour prendre de l'eau, pour puiser de l'eau, l'eau venait toute seule vers elle. Mais ça n'a pas été ça qui a été le critère déterminant pour Eliezer, de savoir que Rivka était complètement matima, comment on dit matima, qu'elle était vraiment adaptée pour Yitzhak Avinu. C'est lorsqu'elle a vu comment on lui a proposé de lui servir de l'eau, à lui et à ses chameaux. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a vu Eliezer en elle? C'est pas les miracles qu'elle pouvait faire, c'est pas la beauté de Rivka qui était d'une beauté inimaginable, qui était comme Sarah Imenu. Elle était extrêmement belle. C'est pas ça, Abraham Avinu, quand il a choisi sa femme Sarah, il la connaissait même pas. Il a dû attendre d'avoir presque 100 ans, que lorsqu'elle a passé la rivière, elle a soulevé un peu sa jupe, et c'est là qu'il a vu son reflet dans l'eau, il a vu que sa femme, elle était belle. Ça veut dire qu'il a vécu presque 90 ans avec sa femme, il l'a jamais vue. Et il ne savait même pas qu'elle était belle. Quels étaient les critères pour les Havot que pour Abraham ou Yitzhak Avinu ou Yaakov Avinu? Ce n'étaient pas des canons de beauté, c'était des critères de midot, uniquement de midot. Lorsqu'Eliezer a vu que Rivka lui proposait de l'eau pour lui et pour ses chameaux, il a dit, oh, c'est là, elle a du chesed, elle a de la bonté en elle. C'est là, elle est apte à venir avec moi pour la proposer à Yitzhak Avinu. C'est comme ça dans la Torah qu'on doit voir les choses. On doit se baser uniquement sur les midot. Bien entendu, je répète encore une fois, le canon de beauté, le critère physique est un élément important. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Parce qu'on vit dans un monde qui est très sale, qui est très porté là-dessus. Il n'y a que ça. Ouvrez Internet, ouvrez les journaux, allez dans la rue, allez n'importe où. Il n'y a que ça dans tous les sens. Donc quand on vous parle maintenant de midot, etc., ça peut paraître un peu désuet. Mais il n'empêche que le couple se construit avec des midot. On ne construit pas un couple sur des canons de beauté. Parce que les canons de beauté, ils sont éphémères, alors que les midot sont éternels. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? C'est essentiel dans la démarche, comment aller le jour où je vais rencontrer une jeune fille, ou la jeune fille va rencontrer un garçon. Parlons maintenant du côté de la jeune fille. Il y a des jeunes filles qui disent, pour moi d'abord c'est sa parnassa. Elle a raison, parce que la parnassa est difficile, il faut que le garçon soit avocat, médecin ou un grand rave qui soit appelé à un grand avenir. Mais la parnassa, c'est quelque chose qui est très aléatoire. Combien de gens se sont mariés avec de la parnassa et quelques années après se sont retrouvés sans rien? Donc ça veut dire, c'est ce que nous dit la Mishnah dans Avot, Kol ahava shetluya badavar, batla adavar, batla ahava. Tout amour qui dépend de quelque chose, lorsque la chose n'existe plus, alors l'amour il disparaît avec. Si maintenant tu t'es marié avec un garçon pour sa parnassa, parce qu'il était avocat, parce qu'il était dans la high-tech, etc., et que demain il n'a plus de parnassa, donc ça veut dire que ton amour dépendait de sa parnassa. Maintenant qu'il n'a plus de parnassa, donc il n'y a plus d'amour. S'il n'y a plus d'amour, alors tu vas divorcer. On en arrive à quelque chose d'absurde. Ça veut dire que lorsque maintenant, si un homme se marie pour des canons de beauté, le jour où les canons de beauté vont disparaître parce que c'est la physiologie de la femme de se transformer et d'être moins belle qu'elle était le jour de la choupa, alors qu'est-ce qu'il va faire? Les canons de beauté n'étant plus là, il n'y a plus d'amour. Donc il n'y a plus d'amour, qu'est-ce qu'on fait? On divorce. Mais entre-temps, il y a une famille qui est née, il y a des enfants qui sont là. On va faire une destruction totale autour de nous. C'est une catastrophe. Comprenez ce qu'on est en train de dire? C'est extrêmement important ce que nous sommes en train de déterminer maintenant. Dans quelle optique, dans quel état d'esprit je dois aller au Shidour? Si je me dis, si elle n'est pas belle, je m'en fous, je ne veux même pas entendre parler. D'accord? Mais sache que si c'est ça tes critères de ta vie, tu vas les payer très cher plus tard. Et c'est Ouachacham, Aroé Tanolad, quel est l'homme sage? C'est celui qui sait voir dans le futur. C'est quoi le futur? C'est qu'il y aura une détérioration physiologique de ta femme. C'est quoi le futur pour la jeune femme? C'est que ton mari peut-être demain aura un revers de médaille, il aura un revers de situation, il n'aura plus la même parnassa. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas divorcer? C'est exactement ce qui est arrivé à Anvers il y a quelques années lorsqu'il y a eu le crash boursier. Il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de divorces dans le monde orthodoxe. Parce que tout était basé sur l'argent et sur les diamants. Comprenez? Donc on l'apprend en tout cas de Eliezer et de Rivka. C'est que le critère déterminant pour lui, c'était quoi? C'était le chesed qu'elle avait en elle. Donc comment doivent se comporter les jeunes le jour de la rencontre pour pas que ça devienne une sorte de rendez-vous d'emploi? Comment avoir un CV, c'est-à-dire, est-ce que je dois rester naturel, je dois me comporter, ça a l'air évident, mais vous savez très bien que deux personnes aiment toujours se... 2 secondes, je vais refaire ma question. Ils veulent toujours savoir un peu qu'est-ce que l'autre pense. Non, sans faire exprès, on amplifie les choses.
C'est comme un rendez-vous quand vous allez chez un employeur, vous amenez votre CV. On attend quelque chose. Ou on attend quelque chose, ou bien on en rajoute toujours un petit peu plus sur soi-même. Ah, il y a des gens aussi qui peuvent mentir aussi sur le CV. C'est ça, attendez. Il y a des gens qui peuvent dire tricher sur l'âge, tricher sur la parnassa, tricher sur beaucoup de choses, sur la taille. Attendez, beaucoup de choses. On recommence. Donc Rav, vous nous dites qu'il faut faire une bonne synthèse entre le physique qui reste quand même important, les midotes qui sont le plus important. Mais comment arranger tout ça pour que le jour de la rencontre, l'homme et la femme vont pouvoir se parler vraiment librement sans pour autant amplifier, entre parenthèses, sur son CV, c'est-à-dire rester naturel. Attention, je vais vous dire, la rencontre entre un garçon et une fille ne sera jamais vraiment naturelle jusqu'au jour du mariage. Tout le temps où un couple ne vit pas ensemble, ben on peut se mentir. Ça veut dire on aura beau avoir fait toutes les vérifications possibles et inimaginables, appeler les rabbinim, les rabbiniotes, les gens qui connaissaient la fille, qui connaissaient le garçon, qui donnaient des bons renseignements, etc., etc. Et tout était parfait. Et le lendemain du mariage, avoir quelque chose de complètement différent sur l'âge, sur la taille, sur certains critères de propreté. Dans tous les niveaux, ça peut toucher. Et donc ça veut dire que, en général, le garçon ou la fille peuvent faire la comédie. Il dit par exemple, il est très calme, très souriant, très sympathique, etc. Et le lendemain du mariage, c'est les cris, c'est la colère et c'est la haine. On ne peut pas savoir. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on doit chercher, on doit faire des enquêtes, on doit vérifier, etc. Mais il faut se dire que tout ça a une limite. On ne saura jamais véritablement quelle est la personnalité du conjoint tant que je n'ai pas vécu avec elle ou avec lui. C'est là que Dieu intervient, la main de Dieu. C'est là que Dieu intervient et c'est là que je dois me dire une chose, c'est que personne n'est parfait. Et que lorsque je me marie avec quelqu'un, avec un conjoint ou une conjointe, je dois savoir qu'elle n'est pas parfaite. Et je dois savoir que mariage égale travail. Que je ne me marie pas pour le plaisir ou pour kiffer, si, aussi pour kiffer bien sûr, mais je me marie aussi surtout pour construire et pour travailler, pour monter quelque chose. Lorsque vous voyez une très belle famille, on voit des fois d'entre nous des très belles familles, où il y a un shalom extraordinaire, où les enfants ont grandi, ils sont tous dans la Torah, et Talmidei Chachamim, qui a une harmonie extraordinaire entre le mari et la femme. Ne croyez pas que c'est venu comme ça en claquant du doigt. Un casé d'avar, ça n'existe pas. L'homme, pour arriver à maîtriser son shalom baïd dans sa maison, à ce qu'il ait l'entente conjugale, à ce qu'il ait une paix avec sa femme, des fois ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre toute une vie pour y arriver. Pour arriver à faire en sorte que tous les enfants naissent dans le Derech HaTorah, qu'ils soient tous religieux, qu'ils soient tous des Talmidei Chachamim. Mais vous vous rendez compte combien de tfilotes, combien d'efforts, combien de paroles, combien de Torah il a fallu dire, il a fallu transmettre pour arriver à faire tout ça. Les gens ils croient, ils disent regarde, tu as vu cette famille comme elle est merveilleuse, et on croit que c'est sorti d'un conte de fées, et qu'ils sont tous sortis avec le shalom baïd, le sourire aux lèvres, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a eu énormément de travail derrière tout ça. Énormément de travail, même chez les très grandes sadikim. Ils ne sont pas devenus de sadiques comme ça. Il n'y a pas eu le shalom baïd comme ça entre eux. Ça a pris énormément de temps. Donc lorsque maintenant je vais à une rencontre, mais je ne saurai jamais la vérité. C'est sûr qu'il faut faire un minimum d'enquête, lui demander, lui poser des questions, d'abord se sentir bien, sentir la neshama de l'autre. Ah, c'est ça le critère. C'est pas sentir est-ce qu'il correspond à mes canons de beauté ou pas, c'est sentir est-ce que j'ai des atomes crochus. Sentir est-ce que je me sens bien avec lui ou avec elle. C'est ça le plus important. Si je me sens bien et que mon cœur il s'ouvre, c'est un signe que Béhémet ça marche. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire pour autant que c'est sûr que ça va être bien. C'est pas sûr du tout même. Parce que le lendemain du mariage vont commencer les problèmes. Des problèmes que je ne m'attendais pas du tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une notion qu'on doit développer quand on cherche à se marier et quand on se marie. C'est la notion du kaf zechut. Juger son prochain du côté positif. Ça veut dire que je me marie avec quelqu'un, c'est vadaï qu'elle ne peut pas avoir toutes les meilleures midotes du monde. Elle ne peut pas être une sadika comme Sarah Imenu ou Rivka Imenu. C'est très rare de trouver des comme ça. Ça, c'est le zivouk mishoresh nishmatam. C'est un zivouk qui correspond à la racine de l'âme. Ce qui est très rare, ça dépend des tfilotes qu'un homme a pu faire depuis sa bar mitzvah jusqu'au jour de son mariage. Ou des tfilotes que les parents ont fait. Ça dépend beaucoup de choses. C'est pas tout le monde qui est méritant de ça. Donc ceux qui ne sont pas méritants, c'est la majorité du monde en général, eux, ils doivent se fier, se dire qu'il va y avoir du travail. Le mariage égale travail. C'est ça ce qu'on veut dire ici. Ça veut dire qu'on doit chercher essentiellement les bonnes midotes et savoir que le lendemain du mariage, il y a beaucoup de travail qui m'attend. Et surtout, voir celui qui est en face de moi, celui qui vit avec moi maintenant, je dois le voir avec un œil positif. C'est comme ça que je dois voir les choses. Une autre question, Rav.
parce que ça ne se joue pas seulement qu'entre l'homme et la femme, il y a les familles derrière. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents qui cherchent pour leur enfant le conjoint? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se mêler? Est-ce qu'il faut rester de son côté? Est-ce qu'on peut conseiller? Si les parents sont des gens sages, voire Talmidei Chachamim, ils peuvent se mêler. Ça veut dire qu'un père qui est Talmid Chacham aura toujours un maximum de retenue. Il sait comment agir avec la belle-fille, avec le gendre, etc. parce qu'il sait à quel point le Shalom Bayit est important. Par contre, si les parents ne sont pas des gens très versés dans la Torah, ne s'y connaissent pas vraiment là-dedans, il vaut mieux qu'ils s'orientent sur des professionnels, sur des gens qui sont compétents en la matière, des gens qui savent de quoi ils parlent, et qui laissent ça à d'autres pour s'occuper justement de réaliser les shidurim, etc. Mais si les parents sont des parents compétents, ils peuvent se mêler aussi. Tout dépend du degré de compétence et surtout du degré d'Irat Shamayim, de crainte du ciel. Je ne parle pas spécialement d'organisation, je parle de donner son avis à son enfant. On va dire, vous avez demandé à quelqu'un d'organiser un shidour, votre enfant revient, est-ce qu'on doit l'influencer? Est-ce qu'on doit se dire c'est Dieu qui fait les choses? Non, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont malheureusement accaparants sur leur enfant. Il y a des mamans, voilà, sur leur garçon, ils ne sont pas prêts à le lâcher. Ces parents qui sont accaparants, ils doivent faire ce qu'on appelle d'abord un cheshbon nefesh. Ils doivent commencer à s'analyser, s'introspecter eux-mêmes pour voir exactement est-ce que leur démarche, elle est émette ou elle n'est pas émette. Est-ce que c'est une démarche qui est authentique? Est-ce que c'est vraiment pour le bien de l'enfant ou c'est pour son bien personnel? On doit être émette, on doit chercher le émette dans la vie, la vérité dans la vie. Quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, il va obligatoirement arriver au mensonge. Donc si maintenant il va influencer son fils parce que lui il a autre chose dans la tête, mais il ne cherche pas vraiment le bien de son fils, il cherche son bien d'abord à lui. Il doit d'abord s'introspecter, de savoir est-ce que maintenant sa décision et sa réflexion, elle est vraiment pour le bien de son fils ou elle est plutôt pour son bien à lui. Donc ça, les parents doivent chercher aussi à être émettes. C'est encore une autre histoire, encore un autre cours ça aussi. Apprendre à être beau-père, apprendre à être belle-mère. C'est toute une autre histoire. On en fera peut-être un cours là-dessus très prochainement. Je vous remercie. Voilà, besoin de ta chaîne, que en tout cas tous ceux qui nous écoutent et qui ont écouté ce cours, qu'ils soient zochés, qu'ils soient méritants de trouver très 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 rapidement leur zivug amiti, beshoresh nishmatam, de la racine de leur âme, et qui se fixent uniquement et essentiellement sur les midot, et après en deuxième partie un petit peu sur le physique, parce que c'est aussi important. Besoin de ta chaîne, que vous ayez ce mérite et qu'on vienne assister à votre réjouissance très très bientôt. Amen et amen. light went out on Egypt. Pharaoh lost his flame. You did hear your children crying, calling out your holy name. And you were